beaucoup. C'est une communication très stimulante. Hein. J'essaye de dégager un peu les grandes lignes. Hein. Je pense la connectivité. Sans connectivité, pas de, je veux dire, de transaction, pas d'efficacité. Je parlerai aussi de joint-venture. S'il n'y a pas de joint-venture, si les gens ne se mettent pas ensemble, en réalité, nous sommes condamnés même à aller vers la fédération. Parce que c'est ça qui va régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et puis, le financement. Le financement, mais pas le financement national, comme il dit, mais le financement, je dirais, fédéral, je dirais communautaire. Extrêmement important. Et puis, bon, ben, la stabilité. Parce que c'est dans la stabilité qu'on peut construire. On ne peut rien construire dans l'instabilité. C'est permanent. Voilà très rapidement les grandes lignes que je dégage pour faire passer la communication rapidement dans les temps. Merci. So, yes, I will be speaking in English. Yes. Thank you very much. It is wonderful to hear the conversation that has been going on since yesterday. And as we mark 50 years of ECOWAS, I believe that this is a powerful moment to reflect not only on the political dimensions or the insecurity or regional integration, but also the economic, social, and civic forces that shape it as well. Please just let me know when you want me to stop. And thank you. Two colleagues have spoken about the private sector as an engine for regional integration. And I believe that at best, it can serve as a powerful driver for regional integration, the private sector that is, in creating jobs and stimulating the economy, weaving together economies of different countries, even our value chain and infrastructure, as the last two speakers have spoken about. So I'm not going to hammer on points that have already been made. I want to segue a little bit into a sector of the private sector, which is mostly civil society, and I was very glad that the last speaker mentioned it towards the end of his speech. When I talk about civil society, I'm referring to the wide range of organizations, movements, individuals, corporations that are working outside of government and businesses, from NGOs to community groups, to unions, to activists and professional associations of different sectors. So these organizations are diverse in focus. They have lots of different focus areas, but share a common commitment to justice, to accountability, and citizens' participation in public life. I was listening to one of the sessions yesterday where I think it was from the ECOWAS group, where the speaker had said that many citizens across West Africa do not even know what ECOWAS stands for, its history, its commitments, its aims, and its objectives, or how some of the communiques and the conventions and the additional protocols affect their lives. And I think that that's where civil society plays a key role, because it serves as sort of a vehicle to translate all of these agreements, all of these regional interventions that could possibly impact on the lives of citizens into everyday realities, into things that are easy to understand, things that are broken down, that communities and people, children, youths, different and diverse groups can understand, from supporting access to regional courts, to protecting civic space across borders, to environmental and climate justice as well. Redéfinir, bien sûr, les priorités, les orientations et les problèmes que nous sommes en train de rencontrer dans notre espace CEDEAO depuis plusieurs années. Donc, c'est une opportunité d'évoquer la question du rôle du secteur privé dans l'intégration. Parce que le secteur privé constitue un levier important de création d'emplois, parce que c'est eux qui mobilisent beaucoup plus de moyens de pouvoir créer ces emplois-là. Ensuite, du développement de la chaîne de valeur
économique, mais c'est aussi le secteur privé qui va favoriser les échanges commerciaux entre les différents États de la région. Alors, le rôle de la société civile est clair dans ces discussions parce qu'effectivement, que ce soit les organisations, les mouvements, les individus, tous ces acteurs qui agissent hors de l'espace étatique constituent bien sûr à la limite des points focaux qui permettent aux populations de comprendre quelles sont les ambitions de la CEDEAO. Une des sessions hier, quelqu'un a évoqué le fait qu'il y a des populations de la CEDEAO qui ne savent même pas quels sont les objectifs de la CEDEAO, pourquoi la CEDEAO a été créée, etc. Donc je crois que c'est en ce sens que la société civile constitue bien sûr un moyen cognitif pour permettre aux populations de mieux comprendre les ambitions et les objectifs de la CEDEAO. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, cette société civile-là apparaît comme un moyen de traduire l'ensemble des préoccupations des populations comme des politiques publiques pour la CEDEAO, mais aussi de traduire l'ensemble des décisions et actes qui sont pris au sein de la CEDEAO pour que les populations puissent les comprendre parce qu'elles s'appliquent à elles aussi. Merci. Citizens. And I've seen how regional integration is often experienced not in policy rooms or boardrooms like this, but in border posts where you see citizens wanting to move from one country into the other, in courtrooms where citizens are trying to access justice, and in communities where you have lots of grassroots organizations trying to advocate for the rights of their community members. These people are negotiating access, exclusion, and rights in very real and very compound and complex ways. In many countries, I would start with trade because that's where a lot of my two colleagues have left off. We see traders, particularly women, experience or face harassment at different border points and crossings, despite protocols that are guaranteeing the freedom of movement across ECOWAS borders. Civil society groups work to document these abuses, train officials, and support legal literacy for the rights of these women. But the gap remains between the protocol and what remains in practice, because these are things that exist on paper, but sometimes when you go out into the real world, it is a completely different thing. For example, in 2018, the African Development Bank found that up to 70% of small-scale cross-border traders were women. Many of them lacked ID cards, so they were harassed and detained, and their goods seized because they failed to pay some unofficial fee. In the Nigeria-Niger border as well, where you have trade between the Kano-Katsina and the Maradi people, women face harassment and arbitrary taxation while moving legal goods. So those are some of the challenges that civil societies seek to sort of bridge between regional policy and how it affects the lives of everyday people. And I use we as civil society very loosely, understanding that there are lots of different organizations and and civil society itself takes many different shapes. I'm just speaking from one of those perspectives. But now we're talking about regional integration, and I think we must ask ourselves the question of regional integration for whom? Who benefits, who is excluded or left behind? Because integration is just not an economic process, which we have hammered on quite a bit. It's also a political and a social one, and that's where the work of civil society becomes very essential. Because while private sector often leads, sometimes civil society have to ask the questions in terms of, is it equitable, who is getting excluded and included, and who's are the benefits reaching the communities or just concentrated at the top. I was very excited to hear one of the presenters already talk about countries that have access or that have minerals concentrated in certain parts of the countries like DRC. And you see that a lot of the decision takes place at the top. You see corporations go into the government, go into agreements with the government that impact the local communities. But the consent or even the voices of these local communities are not
they are not heard during the decision-making process. De la société civile, de favoriser l'accès à une meilleure justice. Parce que si on analyse certains aspects, y compris la question du commerce ou des transactions commerciales entre les différents pays, et notamment sous la perspective des femmes, ont des défis qu'elles rencontrent, c'est bien lié à la question du harcèlement. Quand les femmes s'adonnent au commerce transfrontalier, généralement elles rencontrent beaucoup de difficultés, alors que des études récentes ont démontré que le commerce transfrontalier dans la région est à 70% dirigé par les femmes. Donc les femmes constituent le moteur essentiel aujourd'hui des transactions commerciales dans la région à hauteur de plus de 70%. Alors ce qui fait que naturellement, si on veut adresser la question de l'intégration dans la région, autant on a des dispositifs juridiques, réglementaires qui encadrent bien sûr ce secteur-là, mais leur application ne favorise pas forcément un bon épanouissement du commerce, notamment pour les femmes dans la région. Quand on parle d'intégration, ce n'est pas uniquement une perspective économique. Il est important de se poser la question de l'intégration pour qui, parce qu'elle est essentielle. L'intégration devra aussi regarder une perspective politique, une perspective culturelle, parce que avant tout, il s'agit d'êtres humains qui échangent dans la région avant d'abord de parler de profit. Donc, à la limite, on a l'impression que le profit a pris le dessus sur les droits des personnes, y compris les droits des femmes. C'est en ce sens que la question de la participation citoyenne constitue un levier fondamental dans l'intégration. Parce qu'il existe des communautés, y compris les communautés de femmes, dont les voix ne sont pas du tout entendues ni écoutées d'ailleurs dans la prise de décision. C'est l'administration centrale qui se déploie pour au moins prendre des décisions, des lois qui parfois ne correspondent pas à la réalité du terrain quant à leur mise en œuvre. You see that a lot, that sentiment might actually be true because we have such fragmented communities across different parts of the country. So I think that is where movements sort of build up, whether it's around labor rights or youth organizing or climate justice or democracy and human rights or rule of law. And the conversation since yesterday will show that a lot of our struggles are shared, whether it's jihadism or violent extremism or the economy or political political rights or the exclusion of certain groups from conversation. And collaborations of civil society across different borders and different regions, not just through trade, but through a shared struggle and a purpose that is aimed at curbing one or all of those issues become very paramount. And I feel very strongly that if we're looking at businesses just as an engine of regional integration, then civil society is the compass that sort of guides that sentiment. So we're not looking just at economic growth, but also at justice, at inclusion, and at dignity. Not just from the sidelines, but something that needs those organizations to be at the forefront and the heart of decision making. However, it is pretty unfortunate that across West Africa, civil society is often treated as an enemy of the state rather than as a partner in progress. I remember, I think it was from the first speaker who had said that we have lots of experts in the private sector, and then in the public sector, there are the civil servants who are at different parts or different structures of government. But organizations are mostly stifled, protests are criminalized, human rights defenders face harassment or detention, and governments cannot achieve meaningful regional integration alone, but need all of the private sector, including civil society, not just for implementation, but for design, for monitoring and accountability. We've seen this dynamic play out in places like Senegal, where civic actors were at the forefront of democratic reform, but were also met
met with shutdowns, internet shutdowns and arrests. We've seen this in Niger, where after the coup, many civil society groups calling for non-violent solutions and civic protection were sidelined. And in Nigeria, where I'm from, where there was a clampdown on the protest against police brutality in 2020. So basically, to move forward, we must see, not just as individuals, but as states, a shift from sort of seeing people or groups or movements who call for accountability, whether it's related to economic and political rights, or social and cultural rights, or in the defense of human rights and freedoms, not as enemies, but as partners who are working together to sort of drive accountability. And as we're looking, not just as individuals in this room, but as ECOWAS as a whole, we must be willing to put our biases aside and listen to conversations and to voices who are demanding for human rights, for democracy, for freedoms, and for various purposes. On largement donné des orientations et des pistes de comment les transactions commerciales pourraient favoriser cette intégration. Il est important de regarder la dimension d'abord sociale. Et elle est clé et importante en ce sens, parce que si on regarde la région de l'Afrique de l'Ouest comme un seul pays unique, cela n'empêche pas de voir beaucoup de fragmentation communautaire dans la zone. Donc ce qui fait qu'il est important de regarder cet aspect purement d'abord social. Et cela peut être conduit par l'action de la société civile, mais cette action de la société civile ne peut être efficace que si on parvient à polariser une sorte de collaboration entre les différentes organisations de la société civile dans la région. Parce que autant on ne commerce pas suffisamment entre les différents pays, autant aussi des organisations de la société civile n'échangent pas suffisamment dans la région. Donc chaque organisation ou mouvement essaie de travailler en solo dans son espace national. Alors, c'est pourquoi de plus en plus les gouvernements voient la société civile comme un ennemi et pas un partenaire. Parce que Khadim l'a dit tout à l'heure, ce que l'on peut retrouver comme compétences dans le secteur privé et dans la société civile, ce n'est pas évident de le retrouver chez les fonctionnaires de l'État qui ont parfois des règles très rigides de fonctionnement, alors que cette flexibilité-là, on peut la trouver beaucoup plus dans le secteur privé et dans la société civile. Donc c'est pourquoi les gouvernements de plus en plus essaient de restreindre l'espace civique à ces populations, à ces mouvements, à ces organisations de la société civile. On a connu des expériences, autant celle du Sénégal a été beaucoup plus réussie jusqu'à arriver à un changement, mais très difficile, de régime récemment, mais de la même sorte, dans d'autres pays, ce changement a résulté à des coups d'État, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup plus de restrictions des droits dans certains pays, y compris le Niger, qui expérimente parfois des limites et des restrictions, y compris dans la connectivité numérique. Si vous prenez le cas du Nigeria, il y a suffisamment de fragmentation aussi que l'on peut noter, communautaire notamment, qui font qu'aujourd'hui, la société civile peut apparaître comme un interlocuteur crédible qui pourrait adresser ces points. Alors, pour aller de l'avant et favoriser cette intégration régionale, il est important d'abord qu'aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau pays, que les gouvernants voient la société civile comme étant un partenaire et non un ennemi, pour pouvoir au moins conduire ces objectifs de justice, de redevabilité, parce que la finalité de l'ensemble de ces organisations de la société civile, c'est de battre pour la redevabilité et de la transparence. Frameworks that guide the private sector operations across ECOWAS. So whether we're talking about telecommunications, or we're talking about agriculture, or we're talking about transportation, or we're talking about environmental standards and labor protection, these are things that we do need a transparency and accountability that civil society can drive. Then we also need people affected by corporate harm,
from those private sectors to be able to have meaningful channels for redress. So that's also about legal literacy, about what options are available to the citizens who have been affected, whether it's by the oil companies or by the mining companies or by illegal loggers from the forest. So regional courts and human rights mechanisms can help, but the citizens do need to be aware that there is an option for redress and that it is accessible to them. So I work within the intersection of pro bono and legal empowerment as well. So that's where lawyers, law firms, private sector law firms as well can come in to offer the services to communities, to individuals who have been, to even organizations who have been affected by human rights abuses, or basically just to help them navigate the legal systems as well. Well, thank you very much for listening, and Desiree, once again, I'm so sorry about the language barrier, and thank you very much to my interpreter. En plus du point de vue commercial, du point de vue social, il faut aussi analyser l'aspect réglementaire, parce que l'intégration peut être favorisée aussi à travers l'élaboration d'un cadre harmonisé de lois et règlements dans la région, parce que fondamentalement, les populations de la CEDEAO ont une faible connaissance de leur cadre juridique et politique, ce qui fait créer bien sûr beaucoup de difficultés, y compris dans la cohabitation entre ces populations-là et le secteur privé. Elle a donné l'exemple des entreprises minières et pétrolières qui généralement posent beaucoup de difficultés et de dommages aux populations, tout simplement parce que beaucoup d'entre elles ne connaissent même pas le minimum de leurs droits. Donc cela est fondamental. Donc il est important que la CEDEAO, par exemple, essaie de définir ou d'élaborer des mécanismes de protection harmonisés des droits des populations dans la région. Donc cela constitue un élément aussi clé qui permettrait de faciliter l'intégration du point de vue social et juridique et réglementaire. Donc elle est désolée de ne pas pouvoir avoir l'interprétation comme prévu pour faciliter directement sa communication, mais c'est un plaisir quand même de participer à ces échanges. Merci. Écoutez, c'est une excellente communication pour dire aussi que l'économie, c'est aussi le lien, la question du lien social, du lien politique, du lien économique assuré par la société civile régulatrice. Le modèle libéral, c'est ça le grand problème que tu disais tout à l'heure. Les gens ont élaboré le modèle libéral en se disant il nous faut créer un mécanisme qui permet de nous surveiller, un mécanisme indépendant, qui n'est pas dans le conflit d'intérêts. Et que nous allons financer et nous allons lui laisser la liberté de le faire. C'est pour ça que certaines grandes organisations internationales comme Amnesty ou Human Rights Watch, ils vont vous dire, écoutez, ou même Oxfam, vont vous dire, écoute, nous sommes indépendants parce que nous ne sommes pas financés par les États. Mais les États ont trouvé un modèle de financement qui leur permet de s'exprimer librement. Comment? En disant, si vous financez ces organisations, vous les enlevez de vos impôts. C'est un financement indirect. Chaque fois, je me suis dit, les gens m'ont insulté terriblement quand j'ai dit, il faut que les Africains, eux aussi, financent leur société civile. Et quand je les dis, les gens n'ont pas compris dans quel esprit, et à l'une, il veut de l'argent. Il dit non. Les gens qui vous donnent l'argent, ils vous fixent aussi votre agenda. Des fois même, vous arrivez et dites, voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Il faut être très fort, des fois, pour refuser certaines propositions que les gens vous font. Donc, moi, je pense qu'il faut l'applaudir. Ce qu'elle a dit, c'est important. Sans une implication de la société civile et de la société tout court, mais on ne peut pas faire d'économie. C'est cette coupure entre ce qu'on appelle les technocrates, les experts et ceux qui sont en bas.
il faut trouver le lien. Parce qu'en réalité, c'est l'aspect le plus humain et le plus social de l'économie qu'elle a touché, en plus des aspects juridiques. Moi, j'interviens sur deux choses. Parce que vous avez dit des choses extrêmement importantes et j'ai participé à une expérience avec Atepa. Vous savez, c'est Deng Xiaoping qui a créé la route de la soie. Et quand vous regardez la route de la soie, c'est les infrastructures de transport. Toutes les infrastructures. Et partout dans le monde. Ce qui a fait que les Chinois sont devenus les premiers commerçants du monde. Vous n'y pouvez rien. C'est une stratégie. C'est pas, ils n'ont pas commencé par s'armer. Maintenant, ils sont aussi bien armés que les États-Unis. Mais ils ont commencé par se développer petit à petit la route de la soie. Et Atepa a dit la route du fer et de l'acier. J'ai assisté à ça. Et il dit, ben tiens, on a du pétrole, on a du gaz. En Guinée, on a de la bauxite, qu'on a pris comme Guinée-Bissau. En Sierra Leone, on a aussi de la bauxite. Comment on va commencer des industries de transformation? Ça aussi, il faut former des capitaines, il le faut sur le plan régional. Ce que vous avez dit sur l'or, il me semble que l'Afrique de l'Ouest est le plus grand producteur d'or au monde. L'or que les gens que vous voyez là-bas, à Dubaï, machin, etc., ça vient de l'Afrique de l'Ouest. On a commencé à entendre à dire, mais tiens, nous allons commencer nous aussi les premières transformations, quand on a les premiers raffinages. Voilà, il y a des usines de raffinage. Et c'est quand même, ce sont les pays de l'AOS qui ont commencé. Le Mali, ils sont acculés, ils ont besoin d'argent. Ils ont été même obligés de dire à certains Canadiens, écoutez, arrêtez, nous allons, comment on appelle ça encore? Nous allons nationaliser. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons dans des situations tellement difficiles pour être un peu plus intelligents et comprendre qu'on... Donc, moi je pense que, d'abord, ce que vous avez dit, c'est important, hein, c'est tous les deux. Hein. Le chemin de fer, il n'y en a pas. On ne parle même pas. Mais regardez le chemin de fer en Europe. Non seulement il y a les trains à grande vitesse, mais il y a toutes sortes de trains pour les gens les qui vont plus lentement, qui sont les moins riches. Mais vous avez aussi pour les infrastructures. Vous avez toutes les automobiles là. C'est transporté par train. Donc, je pense qu'une proposition concrète, comment effectivement le faire. Mais le grand problème, c'est les financements. On a connu aussi Air Afrique. Air Afrique a été une expérience fantastique. On en parlait hier. Il y a Askai. Mais c'est encore faible. Encore très faible. Je pense que voilà des questions pour dire que il est absolument nécessaire de trouver la voie de l'industrialisation et également de mettre en commun les moyens, les ressources. Je dis toutes les ressources humaines, financières, logistiques, pour voir comment aller ensemble. Et puis, surtout aussi, Banque africaine, seulement Banque africaine de développement, ou peut-être même des alternatives à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international. Je pense que nous, on commence à être intelligents depuis que le FMI nous dit, bon, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. On est en train de tourner en rond, c'est extrêmement difficile, mais aussi, ce n'est pas par hasard. Hein? Aussi, ce n'est pas par hasard. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Et là aussi, moi, je vais quand même t'envoyer un message. Il ne faut pas qu'un gouvernement soit isolé par rapport à sa population sur certaines revendications. C'est ça le lien. Et il le sait. La société civile, par rapport aux entreprises qui nous dominent, de gaz, de pétrole, ce sont des majors qui ont tous les moyens, qui vous font des contrats. Des fois, si vous n'avez pas de compétences, de vraies compétences, vous ne pouvez même pas lire ce qu'il y a dans les trucs
des contrats. Et ils gagnent toujours les procès. Ils gagnent toujours les procès. Qu'est-ce qui peut les faire reculer? L'opinion. Qu'est-ce qui peut les faire reculer? L'opinion. Donc, de mon point de vue, il faut éviter une gestion trop technocratique, une gestion d'experts de ces questions, parce que ces questions sont éminemment politiques, indépendamment d'être des questions économiques. Je vous remercie parce que moi, je suis le premier, maintenant je vous donne la parole. Mais je voudrais ajouter 2 points. Hadim est professeur d'économie, économiste de métier. Moi, je suis étudiant en économie. Je ne peux pas revendiquer certaines positions radicalement. Mais sur le financement, Hadim me dira si j'ai tort. Le financement dans l'émergence constitue le dernier levier. Il faut d'abord un modèle économique clair et viable. Si vous l'avez, les financements viennent naturellement. Et c'est là que l'Afrique de l'Ouest doit avoir une intelligence économique qui lui permet d'avoir un modèle assez viable qui lui permettra d'attirer l'ensemble des financements nécessaires. Je vous donne un exemple très simple. Si on a envie de manger, nous tous, un plat X, individuellement pris, je peux ne pas avoir l'argent pour trouver le plat, mais il suffit que chacun d'entre vous contribue à un montant dérisoire pour que l'ensemble du montant mis sur place puisse nous donner, bien sûr, le plat que nous voulons. C'est la même chose pour la CEDEAO. Si vous voulez une raffinerie de l'or, vous comptez le nombre de pays qui produisent de l'or en Afrique de l'Ouest. Nous sommes 15 dans la CEDEAO, au moins les 10 produisent de l'or, au moins. Mais si une raffinerie coûte 200 milliards, je donne un exemple comme ça, ça n'arrive même pas à 200 milliards, mais diviser 200 milliards fois 10, vous verrez, chaque pays ne donnera que 20 milliards. Mais oui, financement participatif. Donc, vous ne me direz pas que le Sénégal n'a pas 20 milliards à mettre sur la table pour faire de l'or. On a financé des infrastructures beaucoup plus chères que ça. Le deuxième élément, c'est l'opinion. Je voudrais donner un exemple précis où l'opinion a réussi à influer une décision. Au Burkina Faso, nous avions mené en 2015 la campagne qu'on appelait 1%. 1% de l'or pour financer le développement local. Chaque compagnie, à la fin de l'année, prend 1% de son chiffre d'affaires qui doit verser dans un fonds d'appui au développement local. Au Sénégal, on l'a maintenant dans les textes, 0,5%, pour financer le développement local. L'État, il est actionnaire dans les compagnies minières d'office. À titre gracieux, l'État a 10%. S'il veut augmenter ses parts, il peut le faire, jusqu'à 25% dans beaucoup de pays ou 20% dans d'autres. Les compagnies ont accepté que le 1% soit dans la loi. On l'a voté en 2016. En décembre, Marc-Christian Kaboré, qui a été destitué, gagne les élections. 2017, 2018, les compagnies ne versent pas l'argent. Il appelle ses conseillers, on en discute, les gens lui disent, mais nous sommes actionnaires. Si tu demandes aux autres actionnaires de verser, tu dois accepter aussi que toi aussi, on doit tirer de ton chiffre d'affaires pour verser. Donc cela a un impact. Nous, on ne peut pas tordre la main en tant qu'actionnaire minoritaire à notre actionnaire majoritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? La société civile. Moi, j'étais au Sénégal. On m'appelle, on me dit, écoutez, on a une réunion importante que le président a convoquée, il faut que tu sois là. Je dis, mais je n'ai rien à voir avec le Burkina Faso. Il me dit, non, le 1% là, c'est toi qui nous as amené ça ici. Parce que j'étais en ce temps-là à Oxford. Nous, on ne connaissait pas 1%. C'est toi qui l'as amené. Nous, on ne peut pas aller parler au président sans que tu sois là. Je dis, OK, nous sommes partis. Le président nous reçoit, il nous dit, voici le problème. Ils ont refusé de payer, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, mais c'est simple. Nous sommes l'opinion, nous les acteurs de la société, on peut mobiliser les communautés, etc. Garantissez-nous 2, 3 choses. On a toutes les informations. Les compagnies qui acceptent, les compagnies qui ont refusé et pourquoi elles ont refusé. Deuxième chose, garantissez-nous la sécurité, l'espace civique. On peut aller manifester où l'on veut, faites venir la police, mais qu'il ne n'arrête personne, qu'il ne blesse personne, qu'il ne brime personne. Si on a ces 2 consignes, c'est terminé.
Il appelle le ministre de l'Intérieur qui n'était pas à la réunion, il lui dit tu me trouves rapidement au bureau. Le ministre des Finances et des Mines était là, ils sont d'accord sur le principe de nous donner toutes les informations requises. On nous donne, le lendemain on organise une conférence de presse où on invite tous les médias, qu'ils soient nationaux, internationaux, pour dire ce problème-là. Mais les miniers viennent le rencontrer avec la Chambre des mines, le président dit c'est pas moi, c'est l'opinion. C'est eux qui demandent leur argent. Parce que le fonds s'appelle Fonds d'appui au développement local. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et ils ont réglé comme ça le problème. Le lendemain, les compagnies ont dit, OK, on verse. Vous voyez comment l'opinion a réglé le problème? C'est aussi simple que ça. Mais vous-même, vous en êtes témoin pour le Niger. Je sais. Quand on a adopté la loi de finances, la société civile est sortie pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi de finances. On a arrêté plus de 35 acteurs de la société civile, avocats, tout le monde, en prison. On les amène à la prison de Filengue, c'est à plus de 300 km de la capitale. Les familles ne peuvent même pas aller voir leurs parents. Alors, on a tout fait, on n'a pas trouvé de solution. Mais j'ai dit, écoutez, la solution, on peut la trouver. J'ai fait appel à Aluntine, j'ai fait appel à Taran Diallo de la Guinée. Il était le leader de la société civile en Guinée. Les deux et moi-même, nous sommes partis à Niamey. Mais quand nous sommes arrivés et que le ministre de la Justice a appris qu'ils sont venus, c'est lui qui a envoyé son protocole pour aller nous chercher. Et nous faire un méchoui. Mais oui, le ministre de la Justice, le lendemain, il les a libérés. Le lendemain, il les a libérés. Donc ça... Je suis sollicité pour intervenir pour Moussa Tchangari. C'est ça, oui, Tchangari, oui. Et c'est au retour de cette mission-là qu'on a nommé le lendemain Taran Diallo le ministre des Affaires sociales en Guinée. Parce que l'opinion est claire dans ça. Et c'est dans ça que moi j'apprécie ce que Khadim fait avec le COS-Petrogaz. Et effectivement que le ministère du Pétrole et des Mines commence à faire. C'est d'aller parler aux populations. J'ai vu des forats communautaires où le ministre est là, il reste pendant toute la journée, il écoute tout le monde. Le COS-Petrogaz, c'est ça son travail. Ce n'est pas de dire uniquement au président, voici le document stratégique, c'est de lui dire aussi que les populations, et c'est pour cela qu'on a ouvert maintenant le COS-Petrogaz, et à l'opposition, et à la société civile. Et ça, c'est pour montrer effectivement comment votre voix, uniquement, individuellement prise et collectivement, peut changer les choses. Je vous remercie. À tout seigneur, tout honneur, hein, je pense que moi, mon professeur est là-bas. Je pense voilà, c'est ça. Il peut nous aider aussi. Vous avez la parole de force ou de gré. Merci beaucoup. Je suis très content de voir que les lettres adéquates se sont faites. En tout cas, ce fut un très brillant exposé. J'ai vraiment très aimé votre exposé parce que votre approche est holistique. Et ça, c'est très important. Et le panel, votre panel est complémentaire. Vous avez une approche holistique, tout le panel. Et surtout la dernière intervention. Elle n'est pas économiste, mais elle nous a rappelé à l'ordre. Nous parlons du ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange commercial, communautaire africaine. Donc ça, c'est économique. Nous sommes là pour parler d'économie. Mais elle nous rappelle que non, il n'y a pas que l'économie. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie. L'économie, c'est dans la société, c'est social, ce qu'elle dit à l'unité. Nous sommes dans la société toujours. Mais Prof Bamba, au départ, quand il a parlé, on a senti que on parle de la ZLECAf, mais on parle d'intégration africaine. Et quand vous êtes intégration africaine, il y a le volet politique, il y a le volet économique, il y a le volet commercial, la levure sociale. C'est pour ça que votre panel est intéressant. En fait, on est là pour la ZLECAf, mais on sort du problème économique. C'est que la problématique de l'intégration africaine, mais c'est une problématique, je dirais même, c'est plus politique qu'économique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés, l'Afrique doit s'unir ou périr. C'est même pas là, c'est l'Afrique doit s'unir ou périr. Il n'y a pas de... C'est la loi du tiers exclu. Ça, on doit impérativement le faire. Maintenant, on est en train de réfléchir sur l'aspect ZLECAf.
Bon, on revient donc sur le terrain économique. Et ce que j'ai noté d'intéressant dans votre intervention, c'est il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Mais je n'ai pas le temps, je vais juste parler du financement. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en économie, on nous apprend que c'est la science des biens rares. L'économie, c'est la science des biens rares. Parce que si tout était abondant, il n'y aurait pas besoin de faire de la science économique. Et justement, on n'est pas dans un domaine de l'abondance. Donc, ce n'est pas évident toujours, par exemple, quand vous dites on veut créer une industrie, une raffinerie, vous dites au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, qui produisent de l'argent, on veut créer une raffinerie, donner de l'argent. Ce n'est pas évident que les États aient l'argent. Quand vous avez un déficit budgétaire de 10% au Sénégal, on vous dit, bon, ce n'est pas notre préoccupation en ce moment, on ne peut pas. Ce n'est pas évident. Donc, vous voyez que le financement est important. Et l'essentiel du financement doit être fait. C'est-à-dire que le secteur public a son rôle à jouer. La ZLECAf a été créée pour le secteur privé. Malgré tout, ça a été créé pour le secteur privé. Mais le secteur privé a besoin de moyens financiers. Et c'est en cela qu'il faut chercher, il faut essayer de trouver des financements innovants. C'est en cela qu'il faut chercher des financements innovants. Parce que le secteur public ne peut pas tout faire. Le secteur privé peut créer des infrastructures, c'est son rôle. Créer des infrastructures, faire de la connectivité, harmoniser les cadres juridiques. Ça, le secteur public va le faire. Mais l'argent, il faut que le secteur privé se débrouille, essaie des financements innovants, parce que le financement, c'est l'argent. Et en Afrique, ce qui manque souvent, c'est par exemple le private equity, comment dirais-je, le private equity. On le dit comme ça, on dit private equity africain. C'est-à-dire que le financement, c'est le financement, c'est comment dirais-je, c'est le fait que les gens puissent, c'est quoi, Bambala un peu la brosser. Il faut que les entreprises africaines s'ouvrent et que les gens puissent investir, augmenter les ressources propres des entreprises. Ça, il faut le faire. Aussi, il faudrait peut-être développer le crowdfunding. Ça, ce n'est pas encore très développé. C'est un moyen, parce que ça permet de contourner le financement bancaire. Hein? Ça permet de contourner le financement. Et tout le monde pourra participer, parce que ça se fait, c'est un mode de financement numérique. Ça, c'est devenu la mode, et tous les Africains pourront participer à ces types de financement. Donc, il faut vraiment chercher des financements innovants pour que le secteur privé puisse vraiment profiter de ça, quoi. Donc, c'est ça que je voulais ajouter sur la question, pour montrer que chacun a sa partition à jouer et que l'État doit créer un cadre juridique adéquat, travailler sur les infrastructures. Le secteur privé doit chercher des moyens de financement innovants. La société civile a son rôle à jouer, etc. Donc, je crois que si nous le faisons, nous pouvons relever les défis économiques qui se posent en Afrique. Et c'est ce que je disais hier, parce que j'ai fait un exposé hier sur la ZLECAf. J'ai montré que la ZLECAf, ça montre une certaine maturité actuellement. Parce qu'en 4 ans, 3 ans, on a signé les traités. Dans l'Union africaine, il y a des traités qui ne sont pas encore signés, je vous dis. Il y a des traités qui sont là, des projets de traités qui sont pas ratifiés depuis 15 ans. Et l'Union africaine, le traité a été ratifié en 2-3 ans. Et là, c'est entré en vigueur. Les pays ont commencé à échanger sur cette base. Donc voilà, je crois que je vous félicite encore. Et voilà la petite contribution que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye Ndiaye, article 19. Et je salue la Khadim que j'ai écouté hier jusqu'à minuit 30, parce que ce que je ne fais presque plus. Grand Demba. Ah, Faram Fatché, oui, c'est ça. Et puis, comme disait tout à l'heure Demba, c'est la facilité avec laquelle il explique les choses complexes qui fait qu'on est obligé de l'écouter. Alors, moi, j'aimerais poser 2 questions pour le financement du développement. Je n'étais pas là tout au long de l'exposé. Quelle est la place de l'économie informelle, ce qu'on appelle économie informelle, qui est à plus de, pour certains diront entre 70, certains diront 90%,
comment utiliser ce créneau-là pour financer peut-être des projets publics? Ça c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Peut-être une question à laquelle je n'avais pas pensé. Comment faire des envois de fonds des migrants? Et quand je dis envoi de fonds, aussi bien ceux qui passent par le circuit formel et ceux qui passent par le circuit informel, je ne sais pas comment l'appeler, Khadim, je pense qu'on en avait discuté un jour, comment utiliser toutes ces possibilités-là pour faciliter vraiment le financement du développement par nous. Et peut-être dernière, c'est une idée qui m'a échappé. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à doyen, cher Papa Alioune. Merci aussi aux panélistes. Vraiment, vous nous avez gratifié de toute votre connaissance par rapport à ce sujet qui a vraiment éclairé notre lanterne par rapport au secteur privé qui doit être un instrument d'intégration régionale. Nous osons espérer donc que les recommandations issues de cette activité vont permettre de réinventer un modèle d'intégration pour répondre aux aspirations du peuple. Parce qu'en fait, ce sont les citoyens qui sont concernés directement. C'est vrai que vous avez exposé sur les limites, les défis, les initiatives. Je pense qu'on risque de se répéter si on évoque certaines questions qui ont été déjà soulevées. Mais moi, ma préoccupation, c'est surtout, je ne sais pas, je suis arrivé un peu en retard par rapport à la vulnérabilité aux chocs externes. C'est-à-dire, par exemple, la crise sanitaire avec le Covid, l'Afrique n'était pas bien préparée, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Aussi, par rapport aux fluctuations des prix mondiaux, qui ont des impacts donc disproportionnés par rapport donc, à notre économie. Et à cela s'ajoute aussi la dette croissante. Je pense qu'il faut proposer donc des solutions par rapport à ça. Aussi, quand on parle de la libre circulation des biens et des services, il y a quelque chose qu'il faut régler et on l'avait appris donc de notre professeur Feu Amadou Alidien en deuxième année en géoéconomique, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des frontières. Donc je pense que ça pose, c'est ça même la base. C'est-à-dire quand on parle de libre circulation, il faut que les frontières soient libres. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, je pense que ça aura un impact sur les échanges, surtout par rapport au secteur privé. Et aussi, mon frère Demba a parlé tout à l'heure de quelque chose que je voulais parler, c'est le modèle. C'est-à-dire quel est le modèle africain, le modèle ouest-africain que nous devons proposer aux autres. Parce que nous, on a l'impression qu'on a peur de la rupture, c'est-à-dire des initiatives, des choses qu'on peut proposer aux autres. C'est-à-dire qu'on doit favoriser les inventions, la création, l'innovation technologique, c'est-à-dire le label ouest-africain. Comme nous consommons les produits extérieurs, il faut que nous travaillions à avoir donc ce label. Et aussi dans le secteur privé, moi j'ai remarqué qu'il y a une faible implication du secteur privé dans les politiques d'intégration. C'est-à-dire on marginalise souvent le patronat dans les processus. Et aussi il y a un manque de représentation régionale, c'est-à-dire les organisations patronales, est-ce qu'ils sont bien représentés, est-ce qu'ils sont consultés? Parce qu'on voit souvent qu'on a des leaders, des champions qui se sont faits individuellement, mais est-ce qu'ils sont impliqués dans ce processus d'intégration? Voilà quelques choses que je voulais verser dans la corbeille et je vous félicite et vous remercie vivement. Merci. Alors merci, je félicite les panélistes. Donc mon nom est Astou Diouf, je suis chargée de programme à Article 19 Sénégal, Afrique de l'Ouest également. Donc je n'ai pas, comme l'a dit aussi mon collègue Abdoulaye, puisqu'on avait une réunion ce matin, je n'ai pas pu assister au début de la session. Je ne sais pas si on a parlé de la question de l'économie numérique dans ce panel. Voilà. Puisque quand on parle d'innovation, d'économie numérique, les finances aussi, je pense qu'il est important qu'on tienne compte de l'aspect technologique. Et récemment, l'État du Sénégal a imposé une taxation donc, sur les GAFAM, les plateformes qui génèrent au Sénégal. Et dans un espace de 6 mois, le Sénégal a eu un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs CFA et plus. Moi, ma question est de savoir
Puisque quand on prend la sous-région, il y a des pays qui n'ont pas encore imposé cette taxation. Alors, est-ce qu'il n'est-il pas nécessaire qu'il y ait en Afrique une taxation communautaire, à l'instar comme l'a fait l'Union européenne? Donc, une taxation communautaire qui va permettre à toute l'Afrique de gagner, puisqu'il y a certains pays qui ont imposé une taxation, il y a d'autres qui ne l'ont pas imposée. Alors que le modèle économique africain voudrait qu'il y ait une intégration communautaire, une intégration sous-régionale. Donc, on travaille ensemble dans l'optique, dans le but de faire développer et de faire gagner l'Afrique. Yes. Are you happy to? I got some of it, but just to be sure I'm accurate. Yeah, go. No, I was going to say, yeah. You can give him first. Okay, yeah. Then you do the Yeah. Merci beaucoup. Merci pour les questions, pour la pertinence des questions. Comme nous sommes prisonniers du temps, on va essayer rapidement de ramasser les grandes lignes et On va demander maintenant dans la synthèse de nous faire surtout les recommandations. ouais. 2 ou 3 très fortes. Parce que c'est extrêmement important. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que comment faire pour gérer l'économie informelle. Moi, je suis pour que l'État trouve en place, mettre en place une stratégie pour commencer avec beaucoup d'intelligence à formaliser. Parce que pour moi, l'économie informelle, j'ai eu à faire une étude sur ça. Le grand problème de l'économie informelle, c'est une partie de la population qu'on a délaissée et en fait qui s'est battue jusqu'à commencer à s'en sortir et on veut la taxer et elle refuse. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on dit que les moins de 18 ans font presque 9 millions et quelques au Sénégal. Et on sait que ces 9 millions 500 et quelques, il n'y a que 4 millions 500 qui sont dans l'école classique formelle qu'on connaît. Donc il y a 5 millions qui échappent à l'État du Sénégal, 5 millions de jeunes. Ces 5 millions-là, l'État fait semblant de les oublier, de les ignorer. Après, ces 5 millions vont aller dans les daras, vont apprendre à faire du business, vont apprendre à commercer, vont venir à Dakar, vont être des marchands ambulants, on les laisse. Alors, ils vont s'en sortir, ils commencent à gagner, on veut les taxer. Mais on ne les connaît pas. L'État, c'est pour cela que, et un jour, je l'ai dit, paix à son âme, l'ancien ministre des Finances, Moussa Faba, le ministre de l'Éducation nationale, ça veut dire qu'on reste sur les 9 millions de moins de 18 ans, le ministre de l'Éducation nationale avait un budget de 930 milliards de francs CFA. Donc, 10 milliards pour les DARES. Donc, les 4 500 000 ont 920 milliards, 10 milliards pour les 5 millions que nous ne connaissons pas. Ils sont ou dans les daras ou dans la rue. Mais c'est des jeunes Sénégalais. Et ces gens-là, maintenant, ils sont plus résilients, ils se battent pour s'en sortir et ils ne connaissent pas l'État. Mais une fois qu'ils commencent à gagner, si l'État veut les taxer, ils disent, mais toi là, quand j'étais malade, quand j'étais dans la... mais je ne te connaissais pas, mais pourquoi maintenant je commence à gagner, tu veux être État? Le travail pour moi, c'est dans les daras, c'est dans les maisons, c'est vraiment une stratégie que l'État doit mettre en place pour commencer à capter, aller je ne sais pas comment je peux... En fait, à leur faire sentir qu'ils sont des Sénégalais, comme les 4 500 000. Et tant qu'on ne fait pas ça, je pense qu'il est difficile de taxer l'économie informelle. Parce que les gens qui sont dans l'informel, ils payent des taxes, hein, mais c'est quelle taxe? C'est ce qu'ils donnent aux marabouts, les adiyeux. Parce que les gens ne comprennent pas le phénomène des adiyeux que les mourides donnent, mais parce que le marabout l'a aidé à s'en sortir, toute sa formation. Il gagne, il prend une partie, il donne au marabout. Ça, c'est un giving back. C'est-à-dire que je retourne une partie pour la communauté, pour permettre au marabout de former. Moi, j'ai fait les daras. Tous les mois, je cotise. Hein. Si je vous montre le montant que je cotise, parce que je me dis que la chance que j'ai, je dois tout faire pour permettre au marabout d'avoir les moyens d'aider encore d'autres jeunes. Et l'État est absent. Pour moi, quand on parle de l'économie informelle, il faut prendre aussi les daras, il faut prendre aussi les enfants de la rue. Pour les envois des migrants, parfois ce que les gens oublient, l'envoi des migrants est extrêmement important, mais le grand problème que les gens ont sur l'envoi des migrants, c'est qu'on oublie souvent que c'est pour nourrir les familles. Parce qu'on est dans un pays de 19 millions d'habitants, il y a moins de 400 000 salariés, il y a
moins de 170 000 pour l'État, l'autre c'est le privé. Mais les autres familles sont nourries, blanchies, par des gens qui envoient de l'argent. Parfois même, l'État, oui, on va faire capter les fonds de la diaspora. Je dis, vous captez les fonds de la diaspora, certains vont mourir dans leur maison. Parce qu'au Sénégal, la dépense quotidienne est assurée par ces fonds des migrants-là. Il faut voir que certains investissent, mais d'autres, c'est pour nourrir en fait des familles qui n'attendent que les fonds des migrants. Maintenant, je suis d'accord que nous vivons une situation extrêmement difficile. Nous subissons les chocs exogènes secs. Il y a la fluctuation des prix, il y a le niveau d'endettement. Et pour moi, c'est là où on doit commencer à chercher les solutions à l'intérieur. Pour moi, il faut que nous ayons le courage de chercher les solutions à l'intérieur de nos pays, parce que les chocs exogènes vont continuer encore. Maintenant, la meilleure façon de régler ce problème-là, c'est de substituer une grande partie de ce qu'on cherchait à l'étranger, qu'on cherche à l'intérieur. Et là, je ne suis pas pour, comme je dis souvent au ministre de l'Agriculture, une autosuffisance en riz, ces machins-là qu'on nous sort. Changer de comportement alimentaire. Il faut que nous essayions de switcher sur les produits que nous avons. On n'a pas besoin de chercher à avoir 2 millions de tonnes de riz pour penser qu'on est autosuffisant. Mais est-ce qu'il n'y a que le riz au Sénégal? Pour moi, il nous faut chercher des comportements alimentaires qui doivent switcher, qui doivent bouger. Tu peux manger du riz, tu peux manger... Le Sénégal, c'est le seul pays qui pense que ce n'est que le riz qu'on doit utiliser comme aliment de base. Quand chez moi, j'ai initié de manger du tchéré le matin, au début, ma femme commençait à rigoler. Mais maintenant, c'est banal. On mange le tchéré comme on mange le tchéré le matin. Je dis que le tchéré est lourd. Pourquoi on le mange la nuit? Exactement. Mais aussi simple que ça. Et on a commencé à le manger le tchéré. Ma femme, le premier jour, me dit, mais non, toi, on va manger le tchéré comme ça. Je dis, mais essayons. Mais on a commencé à le faire. Et après, j'ai suscité en elle une curiosité de proposer d'autres plats le matin. Je lui dis qu'on ne peut pas manger le riz tous les jours. Et je pense que c'est des choses quelque part que le Sénégal doit faire pour pouvoir diminuer même notre consommation en riz. Et la libre circulation des biens, pour moi, la première chose que nous devons faire, c'est qu'en Afrique, tout le monde veut être président d'un petit pays. Tout le monde veut être président. Mais je pense qu'il nous faut, c'est un combat aussi de la société civile, des intellectuels, qu'on puisse enlever les barrières, aider les hommes d'affaires, que les gens s'entraident. Que le Sénégal aussi joue un rôle. Parce que moi, je dis souvent que le problème que nous avons au Sénégal, le Sénégal a déjà joué son rôle en Afrique. Parce qu'on était la capitale de l'AEF, on a eu la première université, on a eu les premiers cadres, mais c'est le temps des autres. Il faut qu'on les accompagne avec beaucoup d'intelligence. Je le disais à mon grand frère Hot, je lui dis, mais grand, tu ne peux pas être encore président de la BAD. Parce que Babacar Touré et Babacar Ndiaye étaient présidents de la BAD. Laissons les autres. Parce que les autres pays africains, ils se liguent contre le Sénégal en disant, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Laissez-nous aussi une place. C'est une intelligence que nous devons avoir, nous autres, en tant que Sénégalais. Mais essayons, parce qu'on peut faciliter l'union du continent en laissant quelque chose que nous avons déjà eu. Mais si aussi chacun veut être roi, chacun veut avoir la chose, chacun veut avoir le pouvoir, il sera difficile de mettre en place des espaces de dialogue pour tout le monde. Et je pense que je suis parfaitement d'accord sur l'économie numérique. Il nous faut chercher à harmoniser des taxes. Moi, je dis souvent que sur le pétrole et le gaz, j'ai eu des séances de travail avec les Nigérians, avec les Ivoiriens, dit que nous avons fait des erreurs. Mais discutons pour que la Côte d'Ivoire ne fait pas les mêmes erreurs que le Sénégal. Mais si la Côte d'Ivoire dit que non, nous c'est souverain, on va garder la chose, je lui dis que vous allez faire les mêmes erreurs. Il faut que nous discutons, qu'il y ait des partages d'expérience, qu'on puisse éviter des erreurs. Si une compagnie est renvoyée du Sénégal, la Côte d'Ivoire ne doit pas prendre cette compagnie-là. Parce que si le Sénégal renvoie un truc, c'est parce que le gars ne fait pas, la compagnie n'est pas dans quelque chose de juste. Mais après, on nous met en concurrence entre les pays et malheureusement, c'est nous qui perdons. Et je pense que chercher des taxes quelque part harmonisées au niveau de la communauté va faciliter les échanges. Mais aujourd'hui, comme je le dis, l'arrivée de Donald Trump va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, personne ne nous aide.
on est obligé de travailler entre nous, sinon on va disparaître. Et je pense que Trump, quel que soit ce qu'il fait, moi, la seule chose qui me rassure, c'est qu'il nous montre que nous ne vous aimons plus. Nous aussi, on ne l'aime pas et en fait, après, il faut que nous cherchions les solutions à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Demba. Vas-y, après. Parfait. Alors, merci beaucoup. Je crois que Khadim a pris en compte la majorité des préoccupations, mais je veux juste 2 commentaires sur la libre circulation. Et elle est essentielle quand on parle d'intégration. C'est le premier élément d'intégration. Moi, quand je quitte Dakar pour aller chez moi en Casamance, rien que sur l'itinéraire de la Gambie, je paye au moins 8 000 francs. C'est ici douane, police. Et figurez-vous, dans chaque petite région de la Gambie, je paye les mêmes taxes douanières et policières. C'est-à-dire qu'à l'entrée, c'est la première ville, ensuite la deuxième ville, Farafenni, Soma, Sénoba, toutes les 3 villes, je paye partout au minimum 2 000 partout, plus le pont. On additionne tout ça, ça me revient environ à 8 000, 9 000 francs pour traverser juste ce petit 50 km pour aller chez moi en Gambie. Mais vous allez, si vous continuez la route pour aller à Bissau, c'est la même chose. Vous payez à l'entrée. Vous payez pour l'armée sénégalaise d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ce paiement-là. Vous payez 1 000 francs là où il y a le checkpoint de l'armée. Ensuite, juste 2 mètres après, parce qu'ils sont côte à côte, 2 mètres après, vous payez aussi au checkpoint de l'armée bissau-guinéenne. Mais oui. Mais quand vous ne payez, si vous ne payez pas, vous ne passez pas. Le Sénégalais, et même à la police de Caraïbes, les Sénégalais payent maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ce paiement, mais vous payez. À la police sénégalaise, vous sortez du Sénégal pour entrer dans la Gambie, à Caraïbes, vous payez. De la même sorte, vous quittez la Casamance par la route, avant d'entrer, vous payez à la douane sénégalaise 2500. Oui. Et sérieusement, vous payez du côté du Sénégal, vous payez du côté de la Gambie. Donc finalement, on se dit, mais la Gambie qui est la voisine la plus proche, pourquoi on continue encore de payer aussi cher pour pouvoir traverser? Donc c'est ça qui rend certaines communautés se sentir exclues en réalité de cette intégration-là. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi moi je considère que la libre circulation des personnes et des biens constitue un levier d'intégration, mais on constitue aussi un levier d'émergence pour la région. Ça, c'est fondamental. Mais aussi de relations culturelles entre nous. Si je viens à Bissau, en Gambie, je retrouve mes mêmes parents qui sont là-bas, qui portent le même nom, on a les mêmes grands-parents, etc. Mais alors on me dit, pour circuler dans ce pays-là, tu dois payer, ça me pose problème aussi. Donc ça, c'est un élément important qu'il faudrait encore réanalyser davantage. Le dernier élément, mon dernier commentaire, oui, la question du financement, professeur, je suis d'accord avec vous, constitue un levier clé. Mais moi, je dis que chaque fois qu'on l'évoque dans notre continent et dans notre région, on l'évoque beaucoup plus comme étant une barrière et non une possibilité de solution. C'est à ce niveau qu'il faudrait au moins rompre maintenant avec cette construction limitative selon laquelle le financement est un blocage. C'est pourquoi on n'avance pas. Oui, forcément, c'est une limite. Mais c'est en cela qu'il est important qu'on redéfinisse maintenant des moyens endogènes ou des mécanismes endogènes de mobilisation de ressources. Et c'est possible chez nous. Quand je disais que chaque pays mobilise 20 milliards pour avoir les 200 milliards dans les 10 pays, je ne parle pas de l'État en réalité. Je parle beaucoup plus du secteur privé. Et désolé de n'avoir pas précisé cela au départ. Mais en réalité, si aujourd'hui on favorise un secteur privé fort dans la région, on ne manquera pas de champions qui pourront mobiliser dans chaque pays 20 milliards pour pouvoir avoir les 200 milliards qui nous feront la raffinerie au niveau régional. Naturellement, ces raffineries-là, c'est le secteur privé qui peut les exploiter, pas le secteur public. Donc, c'est pourquoi moi je trouve que la question du financement, y compris endogène, le financement même de notre agriculture, pas forcément en faisant des agrobusiness, parce que l'agriculture est portée beaucoup plus par les communautés chez nous, parce que c'est une agriculture de rente qui permet aux familles aussi de se nourrir, mais je crois que naturellement, les mécanismes endogènes de financement existent et sont assez réalistes, y compris les mécanismes de financement de certaines vulnérabilités que nous avons. Vous avez vu comment le Sénégal, par un élan de solidarité, a réussi à mobiliser une bonne partie des fonds Covid en 2020. Mais dans plusieurs cas,
y compris les mécanismes de financement islamique qui existent maintenant, c'est des mécanismes assez solides. Vous avez vu comment à Touba, on a réussi à mobiliser le financement pour la construction d'une université qui est de ressort public en réalité. Comment on a réussi à mobiliser des financements pour construire l'hôpital, etc. Donc je crois que si on exploite ces niches de financement, naturellement, elles pourront, y compris maintenant l'élargissement de l'assiette fiscale, avec l'allègement bien sûr du taux fiscal. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui existent. Et je crois que c'est en cela que j'apprécie bien sûr, j'ai la même observation. Si l'Europe, l'Occident, Trump, tous nous disent qu'on ne vous aime pas, oui, je dis, moi j'applaudis pour les pays africains. Je le prends positivement. Au moins vous nous poussez à nous-mêmes à aller avoir confiance en nous et savoir que si on ne fait pas d'efforts, mais on ne va pas survivre. Donc ça c'est fondamental. Donc voici les quelques réflexions que je voulais ajouter bien sûr et je laisse à la dame Zainab le soin de compléter si elle a encore quelques observations. You can go ahead and then I'm happy to... 2 minutes. 2 minutes, okay, yes, I'll try to be very fast. But I have the question how to react to vulnerabilities, including pandemics or change fluctuations. I'll take that with the role of the informal trade sector in the economy. And I think that when I think about the informal trade economy, I think about the people who not particularly documented, but who are not big corporations who are trading in on a smaller scale. And I'll give a story of the COVID pandemic and how we had a lockdown situation in Nigeria and I'm sure across the world as well. We had small-scale traders on every street corner who were selling basic items, tomatoes, peppers, onions, eggs, milk, all of those things that you basically need to survive day to day. And there had been a lockdown, basically supermarkets, markets, shops were all locked down. At the same time, there was a particular day where everyone could go out and buy things. But that did not stop the small-scale traders anyways, because they were operational 24/7, 7 days a week. And that's because even during the lockdown, there was, it was sort of a classist system where it assumed that everybody could go to the market that one day in a week where the markets were open and buy all of the things that you need to survive that week. But there were lots of people who were dependent on day-to-day businesses, make a little bit of profit and then buy the thing that you need to survive that day. And that was where a lot of the informal traders came in. Some of them sold from their houses, some of them sold from a very tiny corner on the street. But we see how these people became lifesavers for a lot of low-income families and communities who could not afford to shop for everything that they needed at a particular time. And the role of this sector cannot be overemphasized. They're resilient. They find a way to operate even in the most restrictive of conditions. So you see how this resilience sort of blossoms into something that means that they're supporting an entire community and ecosystem. But beyond that as well, there is a problem of sort of harmonizing all of these sectors. Do they pay taxes? To whom do they pay taxes to? We see it a lot happen in the transport system in Nigeria, where you have the buses pay a certain fee. Sometimes it's as low as 200 naira to this unorganized group or associations who collect this money, sometimes daily, sometimes weekly, sometimes bi-weekly. We do not have an account of where these monies go to, who's collecting them, what does it go towards? Is it going towards repairing the roads? Is it going towards purchasing more buses? What exactly is the money going to? We're not sure. And you see that happen across a regional scale as well. We know that there are people who trade between the Nigeria-Benin border, the Nigeria-Niger border, who trade between Burkina and Mali, but we don't have statistics. We don't have data for what they do, where they trade, how often they go there. So there's a gap in between that where we're not able to properly sort of document what kind of trade is going on across these borders. We know that it is going on, but we're not sure
exactly what, where, how, and when. So that's something that's a gap that does need to be addressed if we're talking about regional integration, if we're talking about how to facilitate trade between borders. We need to know what's going on. We need to know when it is going on, what challenges are these people experiencing, and how we can help. Thank you very much. I hope I stayed with you. Thank you. Alors, elle a mis l'accent sur un aspect important des questions qui ont été évoquées, notamment le secteur informel. Elle a donné un exemple précis du cas de Nigeria, comment ce secteur informel ou dit informel a favoriser une résilience aussi bien pour les familles que pour ceux qui pratiquent ce secteur, les acteurs de ce secteur-là. Pendant la période, les marchés étaient fermés. Au Nigeria, vous aviez un seul jour pour aller vous approvisionner dans les centres commerciaux. Et les familles qui n'ont pas les moyens de s'approvisionner pour toute une semaine, comment elles devaient faire? Ensuite, qu'allaient devenir tous ces acteurs de commerce informel dans les coins des rues, dans les maisons, etc. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ce secteur qu'on considérait informel ou insignifiant est redevenu un moyen de résilience pour la population nigériane. Parce qu'une famille qui a des moyens très limités ne pouvait s'approvisionner que de jour au jour. Et c'est ce petit secteur considéré informel qui parvenait à aider ces familles-là à s'en sortir, parce que c'est là qu'on pouvait aller trouver les moyens ou les besoins dont on avait dans les maisons. Ça, c'est un élément fondamental. Cependant, ce secteur informel aussi contribue à l'économie nationale, mais cela reste toujours à la limite confus. On ne sait pas où va l'argent, parce qu'il y a une sorte de collecte des taxes, notamment pour le transport dit informel, mais on ne sait pas où va l'argent. Il n'y a pas de données, il n'y a pas une clarté par rapport à la collecte et l'utilisation de cet argent-là. Et enfin, le commerce toujours dit informel au niveau frontalier, les populations peuvent vous dire qu'ils sont en train de pratiquer ce commerce-là, mais l'État ne dispose pas de statistiques ni de données claires pour savoir qui sont ces acteurs, quels sont les produits qu'ils sont en train de commercer au niveau transfrontalier, ce qui effectivement constitue un gap énorme par rapport au mécanisme d'intégration entre les différentes frontières du Nigeria et les autres pays voisins. C'est l'essentiel de ce qu'elle a énoncé tout à l'heure. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour vraiment ces communications très stimulantes qui ont provoqué un très bon débat. Pour confirmer ce qu'il dit, les milliardaires qu'on a eu au Sénégal, c'est des gens qui venaient du Dédara. Je parle de Ndiouga Kébé. Je parle de Djilimbay. Et l'autre, c'est un marabout, c'est Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, qui a été le plus grand réformateur de la ville de Touba. Et en ce moment, nous avons Serigne Mboup. Il me semble que la question que tu poses est extrêmement importante, le fait qu'il soit invisible. L'invisibilisation de cette catégorie sociale extrêmement importante. Je pense que ça, c'est un problème très important. De deux, en réalité, nous avons hérité de frontières qui nous viennent de la conférence de Berlin. Et nous disons que c'est intangible. Il me semble qu'il faut qu'on règle cette question-là. C'est des frontières coloniales, tracées par des colons qui se sont partagés l'Afrique. Et nous prenons l'indépendance et nous disons que c'est intangible. Il me semble que ce problème-là, si nous ne le réglons pas, on va continuer à être commandé par d'autres. Ça veut dire qu'on va continuer à être manipulé par les superpuissances. On ne peut pas avoir une Afrique unie si d'abord nous avons deux héritages. Le premier, c'est le modèle d'État westphalien. Ce n'est ni notre histoire, ni notre culture.
ni même, je dirais, nos valeurs. Donc, comment en sortir? Il me semble que ça, c'est des questions fondamentales. Et d'autre part, vraiment, apprendre à mutualiser et apprendre aussi l'inclusion. Le grand problème, c'est l'inclusion. Les relations gouvernants-gouvernés. Ce gap-là, il faut le remplir. On y va petit à petit. Mais il faut vraiment y aller. Et puis, il me semble que notre force aussi, en tant que CEDEAO, c'est de voir comment nous pouvons soigner la relation CEDEAO-AES. Nous y avons intérêt. Non seulement soigner, mais guérir. Je vous remercie. Je pense que les gens nous attendent aussi pour manger. Merci beaucoup, Doyen. En tout cas, toutes nos félicitations et nos encouragements aussi. Merci beaucoup. À ton âge, vraiment. Merci beaucoup. On salue le courage.